Le 17 septembre 2013, Rockstar récidive et sort un jeu qui révolutionnera encore l'open world. Il s'agit de GTA V, et dans cet opus, on peut toujours braquer des voitures, braquer des gens et braquer sur la police. En bref, je me répète, car l'histoire aussi, mais le jeu va influencer bon nombre de GTA-like au cours des années 2010. Et l'histoire de ce cinquième volet se déroule à Los Santos, une réplique de Los Angeles en Californie, exactement dans le même état qu'un certain Watch Dogs 2. Et la transition est parfaite, puisqu'après avoir parlé du premier Watch Dogs, je me suis dit qu'il serait intéressant de mettre en avant sa suite. Et en rejoignant au jeu, 7 ans après l'avoir lancé pour la toute première fois, je me suis donc posé une question. Et si c'était pas lui le meilleur de la franchise ? Évidemment, après un bref passage sur le développement du jeu, on va voir à quel point Watch Dogs 2 est une bouffée d'air frais dans le genre du GTA-like, et si ce dernier réussit à faire mieux que son prédécesseur. Est-ce qu'il peut confirmer ? Côté développement, on prend les mêmes et on recommence, puisque c'est le studio Ubisoft Montréal qui lance le projet à partir d'avril 2015, à savoir un an après la sortie de Watch Dogs 1, qui s'est écoulé à 10 millions d'exemplaires, comme on l'avait vu dans la dernière vidéo, ce qui en fait un succès commercial assez important. D'ailleurs, selon le directeur créatif d'Ubisoft, Jonathan Morin, c'est ce même succès du premier volet qui va permettre d'installer une nouvelle franchise pour le studio français, à l'instar d'un Far Cry, The Crew ou encore d'un Assassin's Creed. L'établissement de la franchise Watch Dogs est annoncé dès l'E3 2014. Le jeu a été vendu à 4 millions d'exemplaires en une semaine, et comme toute bonne multinationale, Ubisoft ne va certainement pas s'arrêter à un seul opus, au contraire, ce qui explique le laps de temps plutôt court entre la sortie du premier et le lancement du développement du deuxième. Enfin, le jeu est présenté pour la première fois au grand public lors de l'E3 2016, et sort le 15 novembre de la même année sur console new-gen et le 29 novembre sur PC. Le trailer de lancement, diffusé lors de cette E3, nous montre un jeu, ah non, ça c'est GTA 6, ça n'a rien à voir... Bref, le trailer de lancement diffusé lors de cette E3 nous montre un jeu tourné vers l'activisme et sur l'ambiance de la ville, car l'histoire se déroule à San Francisco, dans la Silicon Valley, à savoir le temple de la technologie moderne. Et ça tombe bien parce que Watch Dogs aborde le thème des technologies de l'information et de la communication. Avant même de sortir, le jeu évite l'erreur qui avait été faite par son prédécesseur, c'est-à-dire d'être disponible sur plusieurs générations de consoles, car oui, Watch Dogs 2 sort uniquement sur une gen, et ça se sent, et ça fait du bien pour les yeux. On a moins de bugs et surtout pas de downgrade graphique, puisque Ubisoft Montréal s'entoure de plusieurs filiales et améliore le Disrupt Engine, tout en notant et corrigeant les points négatifs reportés par les joueurs du premier opus. Grâce à ça, la conduite est améliorée par Ubisoft Réflexion qu'on ne présente plus, et les développeurs vont également interroger de vrais hackers pour rendre le scénario du jeu plus crédible. Enfin, l'équipe se rend même à San Francisco pour y faire du repérage, exactement la même technique de création utilisée par Rockstar pour faire GTA V. Une fois sorti, le jeu est un succès plus critique que commercial, puisqu'il faut attendre 4 ans pour que Watch Dogs 2 atteigne les mêmes chiffres de vente que le premier. Ubisoft a préféré éviter les campagnes marketing ratées et parier sur le bouche à oreille pour espérer un succès commercial. Et dès le départ, on comprend vite que Watch Dogs 2 corrige réellement les erreurs et les défauts du premier volet. Plus de lumière, plus de vie dans la ville, un gameplay amélioré et plus de possibilités de hack. Exit la rigidité d'Aiden Pierce, cette fois-ci, le jeu change de registre et de protagoniste. Le jeu démarre par l'introduction du jeune hacker Marcus Holloway, dit Retro, qui, pour s'intégrer au groupe de hackers activistes DedSec, doit effacer son profil en s'infiltrant dans un centre CTOS de la ville de San Francisco. Cette mission d'introduction nous permet de voir toutes les nouveautés dans le gameplay du deuxième opus. On nous montre une vue d'aigle qui se calque sur celle d'Assassin's Creed, ainsi que les différentes manières de hacker, permettant de prendre ou le virage du bourrin avec le pistolet paralysant, ou celui de l'espion infiltré, et autant vous dire que les deux sont ultra jouissifs dans leur conception. En soi, le gameplay d'introduction reste assez similaire au premier. On infiltre, on hack, et on est lâché en pleine nature pour profiter de l'espace qui nous est offert. Quant au reste du gameplay, on est doté d'un smartphone qui reproduit exactement ce de la réalité, avec des Song Sneak pour Shazam, Noodle Maps pour Google Maps, Media App pour Apple Music, ou encore Driver San Francisco. I understood that reference. On a aussi le droit à un énième arbre de compétences qui permet d'améliorer les méthodes d'infiltration et de hacking. C'est également dans les techniques de hack que l'on voit que Watch Dogs 2 est tourné vers un côté plus fun et plus bac à sable, car le jeu nous offre la possibilité de créer de vraies guerres de gang en pleine ville. C'est l'énorme plus par rapport au premier opus. Le fait de pouvoir faire interagir plusieurs PNJ et des factions entre elles nous donne l'impression d'être un dieu en haut de sa colline. Watch Dogs 2 se démarque totalement du premier dans son aspect gadget. On a le droit aux drones ou encore aux mini-buggy, ce qui diversifie
modifie énormément les tactiques d'infiltration, les deux nous permettant de nous faufiler dans des bouches d'aération par exemple, ou bien même de pouvoir préparer une stratégie dans les airs. Le jeu se démarque également dans sa narration. En effet, l'histoire est beaucoup plus légère puisqu'à la suite des événements du premier, la ville de San Francisco décide d'installer le CTOS dans sa ville. Sauf que problème, l'entreprise qui est derrière le CTOS, Bloom, tente de porter préjudice aux honnêtes citoyens. C'est donc à travers notre activisme que l'on va pouvoir obtenir des followers et toucher le plus de monde possible afin de mener une révolte et réduire le pouvoir de Bloom à néant. C'est là que le jeu devient intéressant. On évolue avec une bande de potes. On est intégré à DedSec, on fait des appels groupés, des blagues entre potes et on sent une réelle alchimie entre eux. Du côté des missions secondaires, on a un jeu qui est dans l'air du temps avec des courses de taxi par exemple qui sont assez similaires à ce que l'on peut voir sur les GTA. Avec une BO soignée aux petits oignons par Mohawk qui nous plonge dans un univers à la fois hip-hop et électro, la musique semble beaucoup plus mémorable que le premier. Via l'appli sur le téléphone, il est beaucoup plus facile de choisir la radio qu'on veut. Un peu de la même manière qu'un The Crew où chaque radio représentait un genre musical. Pour tout vous dire, j'ai rarement trouvé plus chill que faire de la voile dans la baie de San Francisco sur du Bob Marley. Ou encore faire une course en taxi sous influence avec du reggae en fond. Ce qui saute le plus aux yeux dans ce deuxième opus est bien évidemment la différence de ton qui est majeure. On peut dire au revoir au Chicago lugubre et poisseux. Cette fois-ci, les événements se déroulent dans la ville de San Francisco, en Californie. Et un peu de la manière d'un GTA 4 et d'un GTA 5, dans l'ambiance des deux villes, on sent une atmosphère bien plus opposée. Là où les PNJ faisaient presque du métro boulot dodo, dans la Silicon Valley, les gens ont des activités, sortent faire du sport, font de la randonnée, du tourisme et même de la voile. On a également une différence notable entre les deux protagonistes. Aiden Pierce paraît froid, terne et sans charisme presque, et très lourd, comme porteur du poids de son passé douloureux. La fiche personnage prend son influence dans le polar et les films noirs, tandis que Marcus Holloway est léger, acrobate et maîtrise l'art de la punchline. Il représente à lui tout seul l'insouciance de la jeunesse. On sent que l'écriture du personnage tire ses influences dans les films des années 80-90, dans l'aspect cool. Et à la manière d'un GTA V, on pouvait également habiller Marcus en allant faire des achats dans les différentes boutiques de la ville, ce qui n'était pas possible avec Aiden, ou du moins très limité. On pouvait seulement modifier la couleur du manteau. On peut même dire que tout ce qu'on n'avait pas avec Aiden, on le gagne avec Marcus, et c'est ce qui crée la magie du jeu. Et en termes d'influence, on sent que le jeu est un mix de plusieurs œuvres de pop culture. On est en plein dans la culture geek. Le jeu fait de nombreuses références à des œuvres des années 80 et 90. Et même dans sa narration, il reprend de nombreux codes des films d'action de ces décennies-là, à base de Die Hard dans les punchlines, voire même de buddy movie, notamment par le fait qu'on évolue au sein d'une bande, bien que les personnages ne soient pas jouables. Il y a une coopération qui s'instaure. Et ces influences m'inspirent une idée qui me vient tout de suite en tête. Le ton de Watch Dogs varie en fonction de l'emplacement et des inspirations de l'histoire. Pourquoi me direz-vous? Tout simplement parce que le personnage principal, ce n'est ni Aiden Pierce, ni Marcus Holloway. En réalité, c'est la ville elle-même qui est au premier plan. C'est la ville qui joue avec nous. Les personnages que l'on incarne ne sont que des PNJ dans cette jungle urbaine. Chicago incarnait tout le côté sombre et industriel qui caractérise la côte est des États-Unis, pendant que San Francisco est tourné vers la modernité, le soleil, les plages et l'aspect cool qui marque la ville et l'état dans son entièreté. On ressent exactement la même chose quand on passe des teintes ternes de Liberty City dans GTA 4 aux couleurs pétillantes de GTA V et Los Santos. Encore une preuve qui montre qu'Ubisoft tente de se mettre au niveau des studios de Rockstar. D'un côté, c'est pour faciliter le joueur à se mettre dans une certaine ambiance. De l'autre, c'est aussi un marqueur de la DA des studios Ubisoft à l'époque. On pourra encore faire le parallèle avec le premier The Crew et le premier Watch Dogs, très sombre et un scénario qui fait référence au film noir. Puis les deuxièmes sont des jeux colorés, optimistes et orientés vers une coolitude qui nous donne envie de passer du temps dans le jeu. Sans doute cette idée qui conduira Ubisoft à développer par la suite le troisième opus de la franchise, à savoir Watch Dogs Legion, que l'on verra dans la prochaine vidéo. Pour conclure, Watch Dogs 2 était un jeu attendu par ceux qui étaient déçus par le premier opus dans tous les bugs qu'il renfermait, et aussi par ceux qui avaient adoré la recette et le message que voulait nous faire passer le jeu. Et pour aller plus loin, Watch Dogs 2 ressemble beaucoup plus à un GTA-like vu qu'il respecte bien plus de critères que son prédécesseur. Un scénario moins sérieux, laisse en place à une plus grande liberté et à un aspect bac à sable. Et personnellement, le premier Watch Dogs m'avait séduit et le deuxième m'a tout simplement marqué. J'ai passé un nombre incalculable d'heures de jeu dessus, juste à rien faire et juste me balader dans les rues de San Francisco, comme si j'étais un touriste en quelque sorte. Et ça a d'ailleurs toujours été un point fort d'Ubisoft dans ce domaine, tant les environnements sont presque semblables à la réalité, et j'ai sans doute oublié pas mal de choses, mais tout ce que je peux dire, c'est que Watch Dogs 2, c'était ça.